La réunion mensuelle sur la santé a été dirigée ce matin par le chef de l'État. Un état de lieu de la lutte contre les différentes maladies a été dressé par le partenaire technique et financier. Toujours à la présidence de la République, le président de la République a reçu le leader religieux de 3 confessions religieuses. Les préparatifs de l'édition 2019 de la Journée nationale de prière et de la cohabitation pacifique qui se célèbre chaque 28 novembre au centre des discussions. Et puis à l'Assemblée nationale, les députés ont examiné et adopté un projet de loi portant approbation du contrat de partage de production entre la République du Tchad et la société EWA. Il s'agit en fait de renforcer le secteur pétrolier et minier au Tchad. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Au départ de ce journal, la teneur de ce message du président de la République adressé à son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française. Le message est libellé comme suit. Monsieur le Président et chers amis, c'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la tragique nouvelle du crash de 2 hélicoptères de la force Barkhane dans la région de Tako au nord du Mali le lundi 25 novembre 2019 et a causé la mort de 13 soldats français. En ce moment combien douloureux pour vous-même, pour le peuple français tout entier ainsi que pour les familles des disparus, je vous adresse au nom du peuple tchadien, du gouvernement et en mon nom propre mes condoléances les plus émues. En vous témoignant notre solidarité devant cette catastrophe, je vous prie, Monsieur le Président et chers amis, de transmettre aux familles éplorées toute ma compassion et de croire en l'assurance de mon profond regret. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Dans un autre communiqué, c'est avec une grande tristesse que nous venons d'apprendre la disparition tragique de 13 soldats français à mission commandée à Liptako dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali. Comme par les temps passés, l'armée tchadienne ne faillira jamais lorsqu'il s'agit de cheminer aux côtés des forces françaises et autres armées sœurs pour anéantir toute menace susceptible de mettre en péril la paix et l'amour entre les peuples. En cette circonstance extrêmement douloureuse, je tiens à vous adresser au nom du chef suprême des armées, à celui des forces de défense et de sécurité tchadiennes et aux miens propres, nos condoléances les plus attristées. Puis cette expression spéciale de nos vives émotions relever le moral de force Barkhane des armées françaises en général et apaiser les cœurs de familles éplorées. La signature, le ministre Mohamed Abali Salam. Et je le disais en titre, le chef de l'État a dirigé ce matin la réunion mensuelle sur la santé. Un état de lieu de la lutte contre les différentes maladies a été dressé par le partenaire technique et financier intervenant dans le secteur de la santé. Djibril Ouali. Les mois se suivent, mais le fort engagement du président de la République, Idriss Déby Itno, en faveur de la santé de ses concitoyens reste intact. Au cours de la rencontre qu'il a personnellement présidée ce mardi, un bilan a été dressé s'agissant de la lutte contre les principales maladies qui sévissent au Tchad. Des interventions des uns et des autres, il se dégage une leçon essentielle. Les épidémies sont maîtrisées, mais l'objectif fixé est loin d'être atteint. C'est le cas de la rougeole, la méningite et le choléra, contre lesquels la vigilance doit être maintenue, renseigne le représentant de l'OMS au Tchad, Khalilou Souley. On a beaucoup parlé de la question concernant la rougeole, où nous avons en tout cas des flambées depuis 2018-2019. Et nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Santé pour pouvoir rapidement, en plus des ripostes qui avaient été organisées en 2018, nous allons encore continuer, 2019 également, nous allons continuer aussi à faire des ripostes vaccinales, mais aussi en même temps préparer une grande campagne, comme l'a souhaité le chef de l'État, une campagne qui va concerner tout le pays. Concernant les autres épidémies, notamment le choléra, la méningite, on sait que là aussi, le ministère de la Santé, grâce aux actions qui ont été entreprises, on peut dire que ces épidémies sont maîtrisées. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons baisser la vigilance. La couverture vaccinale a été aussi un point saillant de la rencontre. Nécessité a été soulignée par les partenaires du Tchad pour la mise à disposition des fonds nécessaires à l'achat des vaccins. Une question qui touche particulièrement l'Alliance Gavi, représentée à la rencontre par le directeur programme pays, Pascal Bilgevelt. Plaisir et un honneur de participer à cette réunion mensuelle qui est vraiment un témoignage de l'engagement très très fort
du leadership de l'État à son plus haut niveau. C'est quelque chose qu'on ne voit pas partout ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 bienvenu. L'Alliance Gavi a comme pays prioritaire le Tchad, parmi quelques-uns d'autres, et nous nous réjouissons des progrès qui sont en train d'être faits. Il y a encore du travail à faire et nous attendons encore plus d'engagement de la part de l'État tchadien pour assurer la pérennisation et le financement durable des vaccins. Tous ces défis ne font pas oublier le paludisme. Face à ces ravages ces derniers temps, des gros moyens seront utilisés pour affronter le problème frontalement, indique le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal. Il faut absolument trouver des solutions pour lutter contre cette maladie. Nous nous sommes rendus compte que le moustiquaire ne règle pas le problème. Donc il faut commencer très tôt par l'assainissement. Et sur l'assainissement, le chef de l'État a mis les points sur le i. Pourquoi ne pas affronter cette maladie-là en face? Commencer par l'assainissement, utiliser les avions, utiliser les voitures. Et là, c'est un combat qui concerne tout le monde en passant par la mairie, par les arrondissements, par le chef de carré, par le chef de quartier. Et là, si nous, on se met pendant pratiquement toute l'année, notre ennemi, c'est les moustiques. Le ministre Mahmoud Youssouf Khayal annonce également l'introduction prochaine du vaccin contre le paludisme au Tchad, comme dans l'ensemble des pays francophones et lusophones. La décision sera entérinée lors d'une réunion en Inde où il représentera 18 autres pays. Si l'efficacité de cette expérimentation et de nouvelles mesures sont attendues, il en est autrement pour le ver de Guinée. Les lignes vont bouger à partir de janvier 2020, soulignent les ministres, qui dit avoir obtenu l'accord des fondations Carter, Bill et Melinda Gates et celle de Dangote, ainsi que du philanthrope Cheikh Walid Ben Talal. Tous vont s'associer à la lutte que mène le Tchad, qui vise désormais l'éradication complète de la maladie. Le chef de l'État a reçu également les leaders religieux de 3 confessions religieuses. Les préparatifs de l'édition 2019 de la Journée nationale de prière et de la cohabitation pacifique qui se célèbre chaque 28 novembre étaient au menu de discussion. Abraham Sengbi. La Journée nationale de la paix, de la cohabitation pacifique et de la concorde nationale est célébrée au Tchad le 28 novembre de chaque année. En prélude de l'organisation de cette grande prière œcuménique, édition 2019, les leaders religieux des 3 confessions sont venus ce 26 novembre 2019 recueillir les avis et conseils du chef de l'État Idriss Déby Itno. Cette prière sera décalée au 2 décembre 2019 pour des raisons confessionnelles. Elle verra la participation des musulmans, protestants et catholiques du Tchad. Le secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, révérend pasteur Batin Kalingué, le représentant de l'archevêque de N'Djamena, Monseigneur Alphonse Karamba et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Katir Issa ont discuté des contours de cette célébration. Le révérend pasteur Batin Kalingué indique que les conseils et orientations du président de la République sont d'un grand apport pour les religieux. Nous avons donc trouvé que cette journée s'approche, elle est même déjà là, mais il y a tellement de contingences qui font que nous le reportons à quelques jours à cause des rencontres. Par exemple, les protestants ont toute une semaine de jeûne et prière, ils finissent le dimanche 30 et nos amis les catholiques aussi, ils ont une rencontre de tous les prêtres tchadiens ici qui finit aussi le samedi. Donc en ce moment l'archevêque est absent, il a eu une rencontre des évêques en Allemagne. Alors ces choses font que nous avons partagé nos difficultés avec le chef d'État. Et il avait bien accepté et il dit mais il est prêt pourvu que nous soyons prêts. Et nous croyons que si tout va bien d'ici le lundi 2 décembre, cette journée aura lieu et nous le ferons d'une manière parce que le chef d'État sera aussi là. Instituée le 28 novembre 2010, la Journée nationale de la paix, de la cohabitation pacifique et de la concorde nationale est devenue aujourd'hui une tradition.
Les fidèles des 3 confessions religieuses se lèvent ce jour comme un homme dans une communion de prière pour demander à Dieu de prendre notre pays en garde. Les fidèles des 3 confessions religieuses se lèvent ce jour comme un seul homme dans une communion de prière pour demander à Dieu de prendre notre pays en garde. Le président de la République est allé cet après-midi au domicile familial de Dr Zakaria Fadoul Kittir, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, vice-recteur de l'Université de N'Djamena et recteur de l'Université virtuelle du Tchad, est décédé dimanche dernier à N'Djamena suite à maladie. Ancien ministre de la République, Feu Zakaria Fadoul Kittir fut le premier ministre de l'Enseignement supérieur sous la 4e République et le premier bachelier de sa communauté avec un bac série C obtenu en 1968 au lycée Félix Seboy de Forlami, actuel N'Djamena. Ne pouvant rester indifférent au deuil ayant frappé sa famille biologique et le Tchad en général, le président de la République Idriss Déby Itno est allé 48 heures après l'inhumation de l'illustre disparu présenter ses condoléances à la famille éprouvée. Une fatia est dite par le chef de l'État Idriss Déby Itno pour le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu. Croyant et sachant que la mort est le chemin de tous, le chef de l'État a exprimé toute sa compassion aux parents, amis et innombrables connaissances du défunt. Universitaire de renom, écrivain hors pair avec à son actif plusieurs publications littéraires et scientifiques de haute facture, ceux qui ont côtoyé le défunt de près ne tarissent pas d'éloges malgré l'atmosphère pesante qui prévalait à la place mortuaire. Feu Dr Zakaria Fadoul Kittir, habilité à diriger des recherches en anthropologie linguistique, est né en 1946 à Urba, province du Wadi-Fira. Il a servi entre autres comme chef de département de lettres modernes et linguistiques à l'université de N'Djamena, directeur de l'Institut national des sciences humaines, vice-recteur de l'université de N'Djamena, recteur de l'université virtuelle du Tchad, etc. Il a été fait chevalier de l'ordre national du Tchad et chevalier de l'ordre international des palmes académiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Alors qu'il devait recevoir ce 30 novembre 2019 le Grand Prix littéraire du mois du livre 2019, Dr Zakaria Fadoul Kittir est rappelé à Dieu ce dimanche 24 novembre à l'âge de 73 ans. Le défunt laisse après lui une veuve et un orphelin. À Allah nous appartenons et à lui nous retournerons. Paix à l'âme du regretté. Puis la teneur de ce communiqué, la vice-présidente de l'association de victimes contre la répression politique, Awagamane, adresse au nom de toutes les victimes, en son nom, ses condoléances les plus attristées à la famille biologique et professionnelle du regretté camarade président de la dite association, Feu Zakaria Fadoul Kittir, décès survenu N'Djamena le dimanche dernier. À l'hémicycle, les députés ont examiné et adopté un projet de loi portant approbation du contrat de partage de production entre la République du Tchad et la société EWA Investor Limited. C'était au cours d'une séance plénière dirigée par le président de l'Assemblée, Arun Kabati Gayam Bengueli. Pour renforcer davantage le secteur pétrolier et minier au Tchad, un projet de loi portant approbation du contrat de partage de production entre la République du Tchad et la société EWA Investor Limited vient d'être soumis à l'appréciation des élus du peuple. L'adoption de ce projet de loi vient concrétiser le contrat signé entre le Tchad et cette société le 6 septembre 2019. Ainsi, cette entreprise de droit des îles Vierges britanniques, qui dispose des capacités techniques et financières nécessaires, manifeste sa ferme volonté d'investir dans le secteur pétrolier. Le contrat de partage de production ainsi conclu permet un réel transfert du savoir-faire au profit des agents de l'État et de la Société des hydrocarbures du Tchad. Cet accord entre le gouvernement tchadien et la société EWA présente un avantage particulier, surtout en termes de redevance sur la production, comparativement au contrat précédent. Néanmoins, le gouvernement se doit d'être plus regardant et prudent quant aux charges éligibles et non éligibles au coût de production afin de lui permettre d'en tirer profit.
Juste après l'adoption de ce projet de loi, le ministre du Pétrole se félicite de l'engagement de cette société pour son appui dans le secteur pétrolier et minier au Tchad. Un extrait de ses propos. On est sous-sol très riche, on a toujours dit, mais qui reste inexploré. C'est une occasion pour permettre à notre partenaire d'aller dans les blocs énergie qui sont à l'extrême nord et sur la partie est du Tchad, qui sont des blocs très larges, historiquement connus. Et c'est la première fois qu'une entreprise s'intéresse entièrement au bloc énergie et au lieu d'utiliser comme variable d'ajustement comme on a l'habitude de dire. L'entreprise investit à ses risques et périls, comme l'ont dit les députés. Et c'est ce que dit aussi la loi Tchadienne. Donc c'est conformément à la loi sur les hydrocarbures au Tchad, nous avons un partenaire qui s'intéresse avec un programme d'investissement de 83 millions de dollars. Et nous prendrons toutes les dispositions pour que les jeunes Tchadiens trouvent du travail. Et si l'entreprise venait à commencer ses activités, c'est aussi avec les entreprises tchadiennes, conformément, n'est-ce pas, à la loi Tchadienne. Donc c'est une opportunité, et pour le Tchad et pour notre pétrole, de mettre en valeur, d'explorer davantage notre sous-sol. Et moi, je ne fais que me réjouir. Restons toujours au palais de la démocratie. Hier, le ministre de la Santé publique, Mamadou Youssouf Rayal, était face aux élus du peuple pour répondre à une question orale avec débat adressé par le député Zakaria Vamassale sur le système national de santé du Tchad. Le point avec le compte-rendu de Barobert. Quelles sont les stratégies élaborées par le ministère de la Santé publique pour la mise en œuvre de la politique du chef de l'État en matière de santé à travers le recrutement de médecins spécialisés, voire la dotation de structures sanitaires des plateaux techniques? Qu'en est-il du recrutement des urgentistes? Que dire encore des médecins incompétents qui, selon l'auteur de la question, sont devenus des criminels en puissance? Voilà autant de questions soulevées par le député Zakaria Mohamed Saleh au cours de cette interpellation du ministre de la Santé publique. L'auteur de la question voudrait bien s'imprégner du fonctionnement et de la gestion des structures sanitaires dans notre pays. Profitant de cette occasion, les élus du peuple ont vivement décrié le manque d'accueil dans nos structures sanitaires. Les malades sont abandonnés entre les mains des stagiaires moins expérimentés. Les produits et les plateaux techniques sont dérobés au profit des cliniques privées. Et le virus de la politique a aussi gagné le milieu des organisations sanitaires. Les nominations à des postes de responsabilité se font sur la base des appartenances politiques et des lobbying. Conséquence, on assiste à l'évasion de nos compétences. Les élus du peuple appellent le ministre de la Santé publique à la valorisation du capital humain. Nos concitoyens meurent. Et je vous informe, monsieur le ministre, que pour la seule journée du vendredi 22 novembre, il y a eu 47 cas de décès à l'hôpital général de référence nationale. Monsieur le ministre, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Je voudrais que monsieur le ministre nous dise aujourd'hui si les pochettes de sang qu'on donne là-bas, c'est gratuit ou c'est payant. Dites-nous aujourd'hui, la pochette coûte combien si c'est payant? La gestion des ressources humaines au ministère de la Santé souffre. C'est une gestion catastrophique. Répondant à toutes ces préoccupations, le ministre de la Santé publique dit avoir pris bonne note. Pour le chef du département de la santé publique, l'objectif que se fixe son ministère est de parvenir à la politique de la santé universelle. L'objectif général de la politique nationale de santé est d'assurer à la population l'accès universel aux soins de santé de qualité globaux, intégrés, continus et centrés sur la personne, afin de contribuer efficacement au développement socio-économique du pays. C'est pourquoi il y a nécessité de la renforcer en l'orientant vers la couverture sanitaire universelle qui permettra un accès équitable aux soins de santé de la qualité. Véritable problème de santé publique, le paludisme est lié à l'environnement dans lequel nous vivons. Il faut vivre dans un environnement sain, soutient le ministre de la Santé publique. Aussi tient-il à rassurer les élus du peuple de la mise à niveau des agences sanitaires pour les adapter aux nouvelles évolutions de la médecine. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des mesdames et messieurs les députés que la séance plénière du mercredi 27 novembre relative à une journée d'échange et de réflexion stratégique sur l'extrémisme violent et la radicalisation au Tchad est reportée à une date ultérieure. Le secrétaire général compte sur la compréhension de mesdames et messieurs les députés. Le secrétaire général Dr Beyom Malo Atria.
Le projet de l'autonomisation de femmes, le dividende démographique souhaite, de concert avec le ministère de l'économie et de la planification du développement, organise une journée de dissémination de rapports sur les suivis des indicateurs de capture du dividende démographique au Tchad. Cette journée vise à maîtriser la croissance démographique afin de booster l'économie nationale. Mama Suleiman. Au Tchad, le taux d'accroissement démographique est galopant selon les rapports de l'Observatoire national du dividende démographique. Cette croissance caractérisée par une population très jeune. Pour inverser la tendance, le gouvernement tchadien, de concert avec le projet pour l'autonomisation des femmes et les dividendes démographiques au Sahel, souhaite, et le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, a mis sur place une stratégie pour suivre le processus de la capture du dividende démographique au Tchad. Objectif, maîtriser la croissance démographique, booster l'économie nationale et réduire le taux de pauvreté. Bref, le respect du planning familial doit être de mise afin d'atteindre les dividendes démographiques. C'est dans cette optique que se tient la journée de dissémination des rapports sur le suivi des indicateurs de capture de dividendes démographiques au Tchad. L'UNFPA réitère son appui et son accompagnement à la mise en œuvre des activités de l'ONDD, comme nous l'avons fait par le passé à travers la mise à disposition des policy briefs. Les représentants de la Banque mondiale louent le travail abattu par l'Observatoire national du dividende démographique, tout en remerciant l'UNFPA et le gouvernement tchadien. Nous préparons activement, c'est une des raisons de ma venue au Tchad, donc une deuxième phase de ce projet, notamment pour continuer l'appui à l'ONDD qui, en dépit de sa compétence et de son dynamisme, le gouvernement, appuyé par ses partenaires, s'est engagé à œuvrer pour le bien-être de la population. Le gouvernement tchadien, nonobstant un contexte sur fond de tensions sécuritaires et de finances publiques fragiles, a bien entamé le processus visant la valorisation et l'exploitation du dividende démographique. À la fin de cette cérémonie, quelques échantillons du rapport national sur le suivi des indicateurs de dividendes démographiques au Tchad ont été remis aux 3 membres du gouvernement, aux représentants de la Banque mondiale et aux représentants de la représentante de l'UNFPA. La ministre de la Production de l'Irrigation des équipements agricoles, Majidian Padjarut, a quitté cet après-midi N'Djamena à destination d'Ankara en Turquie. Dans la capitale turque, le chef du département en charge de l'agriculture prendra part à la 35e session du comité permanent pour la coopération économique et commerciale qui se tiendra du 27 au 28 novembre 2019. Dossier de la rédaction de la Télé-Tchad relatif à la célébration du 1er décembre, journée de la liberté et de la démocratie. Aujourd'hui porte sur la jeunesse de la création du MPS et la prise du pouvoir. Quelques bas ministres avec qui les confrères de la rédaction se sont entretenus donnent leur témoignage. Suivez. Quand l'action du 1er avril s'est déclenchée, étant donné que toutes les tendances politico-militaires d'antan étaient désespérées, mais ils ont vu en l'avènement de l'action du 1er avril une lueur d'espoir. Et c'est à juste titre que quand le camarade président fondateur du MPS, dans le cadre de l'action du 1er avril, a lancé un appel à tous ceux qui s'opposent à la dictature et qui rêvent de la démocratie de s'unir à lui pour que nous puissions sauver le Tchad de la dictature. Alors, toutes les tendances se sont vues représentées dans cet appel-là, dans cet espoir. C'est ainsi que les grandes tendances qui étaient les premières à accepter l'appel du camarade Idriss Déby Itno, c'était d'abord les Mozanates, dirigés par le défunt Moldon Bada Abbas, les FAT, du moins la section militaire qui est restée en Libye, dirigée par le défunt Djibril Nasser, et l'action du 1er avril qui constituait l'ossature. Bien sûr, il y a aussi d'autres petites tendances
une dissidence des CEDER qui était dirigée par Assabala Soubiane, quelques reliquats des volcans qui étaient à Facher. D'abord, le 8 mars, dissoudre leurs tendances respectives à l'ouverture du Congrès. Chaque tendance avait dissous d'abord sa tendance et a pris l'engagement de lutter dans la nouvelle structure qui devrait naître. Et la nouvelle structure, c'était le mouvement Patriote du Salut qui est né le 11 mars 1990 à Bamina. À l'époque, on était étudiants. Moi, personnellement, j'étais étudiant en Algérie. Et quand on avait appris que l'action du 1er avril, comme je le disais, à leur tête, les présidents fondateurs qui sont sortis, on s'est retrouvés rapidement pour réfléchir. Donc, on était une dizaine au début. Après, on était 17 étudiants. Et on est venu de différentes provinces à Alger. On s'est concerté. On a cherché les informations de gauche à droite. Et on a compris que vraiment, les compatriotes, ils sont sortis pour une mission noble, pour sauver le peuple tchadien de la dictature. Et là, tout de suite, on a pris l'engagement de rejoindre ce mouvement. تم في الفترة بين 8 إلى 11 مارس 1900. Dans la période du 8 au 11 mars 1990, par une note administrative signée de notre chef, le colonel Idriss Déby, il a été décidé la constitution des commissions pour la tenue du congrès de Bamina, des commissions dirigées par Bachar Moussahouno. Le rapporteur, c'était Ousmane Gam. C'est au cours de ces congrès qu'il y a eu la fusion des différents mouvements pour créer le MPS. De ces assises, des actions décisives ont été menées et nous sommes mis à lancer les hostilités. À l'époque, nous n'avons pas des armes sophistiquées, mais des moyens logistiques modestes. Cependant, nous sommes animés de patriotisme et avons un seul objectif à atteindre, celui de libérer les frères tchadiens de la dictature. Et c'est ainsi qu'en 20 jours, nous sommes parvenus à déloger rapidement l'ennemi. Aujourd'hui, le peuple tchadien jouit de la démocratie tel que promis par le chef de l'État qui disait « Je ne vous apporte ni or ni argent, mais la liberté ». Dossier 1er décembre, je vous conduis dans la province du Ouaddaï pour découvrir les réalisations faites dans cette province par le président de la République, Mohamed El-Amin Tadjeti. Le plan de développement du Tchad, mis en exécution depuis le 1er décembre 1990 par le chef de l'État Idriss Déby Itno, accorde une place de choix au développement de la province d'Ouaddaï. Beaucoup des infrastructures sont réalisées et dans tous les secteurs. Toujours animé d'une intuition juste du futur, le président de la République Idriss Déby Itno a mis au centre de sa politique la formation des jeunes. Parlant des infrastructures et plus précisément dans la province d'Ouaddaï, on peut citer premièrement la création de l'université à Dambarka, d'Abéché. Il y a également l'Institut Polytechnique d'Abéché, INSTA, et également l'école normale supérieure. Dans le domaine de l'économie, on peut aussi évoquer le bitumage de la route nationale N'Djamena-Abéché, l'ouverture de l'agence de la PAC et tout récemment le grand hôtel d'Abéché 3 étoiles qui a été inauguré tout récemment en octobre. Donc c'est aussi une infrastructure qui va booster l'économie provinciale, surtout dans le domaine touristique. Quels sont les impacts positifs de toutes ces infrastructures dans le quotidien de la population? Évidemment, quand on construit une infrastructure, ce n'est pas seulement pour embellir la localité. Donc derrière, il y a des retombées économiques. Ça va générer de l'emploi. Il y aura également des bénéficiaires indirects.
indirects, par exemple les transporteurs, les taximans et autres, et les commerçants. Autre épine enlevée des pieds des habitants d'Abéché, c'est la question d'approvisionnement en eau potable. Le projet d'adduction d'eau dit BTH2 est lancé il y a quelques mois. Donc le projet BTH2 a été lancé, je crois, en juin, tout récemment en juin, où la première pierre du château a été posée personnellement par son Excellence Idriss Déby. Et c'est un projet qui va vraiment améliorer les conditions de vie de la population de la ville d'Abéché, surtout en matière d'adduction d'eau potable. Conscient du rôle que joue le monde rural dans le développement du pays et surtout dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, mais aussi la place de la femme dans ces combats, un barrage est réalisé dans le département d'Abgoudam, installé dans le village Matar, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest d'Abéché. Ce barrage est d'une importance capitale. Ce barrage va vraiment augmenter les revenus des femmes rurales, et surtout leur donner une autonomie, étant donné qu'au Tchad, c'est pas facile qu'une femme ait son propre terrain pour faire sa propre activité agricole. Toute action de développement suit l'évolution démographique de la population et répond aux besoins de l'heure. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours de réalisation. Donc parmi ces projets, on peut citer par exemple les projets Pastor, les programmes structurants du développement du pastoralisme. Il y a également le projet Paris, le projet d'appui à la résilience et à l'initiative de l'irrigation au Sahel, qui est aussi un projet sous-régional. Et il y a également d'autres projets. Je vais citer parmi ces projets le projet PARCA, le projet d'appui aux réfugiés et à la communauté d'accueil. Et pour pérenniser les acquis et faire face aux défis de la cohabitation pacifique, un état d'urgence a été décrété dans l'Ouadaï, dont la quiétude a été quelque peu perturbée par les conflits intercommunautaires. Le calme règne dans l'Ouadaï et pour apprécier ce climat, la 4e conférence des gouverneurs du Tchad a été organisée à Béché du 3 au 4 octobre dernier. Événement précédé d'un conseil de ministres délocalisé. 1er décembre 1990, 1er décembre 2019, l'Ouadaï n'a pas été occulté de grandes décisions du chef de l'État Idriss Déby Itno tendant à assurer le bien-être des Tchadiens. Parlons aussi des préparatifs du 1er décembre dans la province de l'Enedi-Est. Le comité en charge de l'organisation des festivités s'active sur le terrain. Aboud Hachim Bouder, président du dit comité, accompagné du secrétaire général de la dite province, ont fait le déplacement du département d'Itou pour le repérage à Salamé. La province de l'Enedi-Est a porté cette année son choix sur le département d'Itou situé à 65 km au nord-ouest de la ville d'Amdjaras pour abriter les festivités du 1er décembre. Dans cette optique, le comité d'organisation à la tête duquel se trouve le maire de la ville d'Amdjaras Aboud Hachim Bouder et les sous-commissions se sont rendus à Itou à l'effet de faire quelques repérages et s'imprégner des réalités du terrain. Aussitôt arrivée, la délégation a visité quelques sites et a eu une séance de travail avec le comité d'organisation locale. Pour le maire de la ville d'Amdjaras, Aboud Hachim Bouder, l'initiative de délocaliser la commémoration de la journée de la liberté et de la démocratie à Itou va encourager les initiatives locales de développement. Le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est, Adamou Oumarou, pour sa part, a décrit l'état de lieu des préparatifs. Le département d'Itou est un département debout, département engagé, dont les fils et les filles sont engagés pour vraiment accueillir cette fête. Le département d'Itou vient d'être créé par l'ordonnance numéro 01 portant structure des collectivités autonomes. Dans le cadre de la commémoration de la 100e anniversaire de la proclamation de la République du Tchad le 28 novembre, l'école normale d'administration a organisé une conférence débat pour retracer
La marche du Tchad vers son indépendance. C'est une conférence de part animée par l'historien Dr Mohamed Saleh Yacoub, le juriste politologue Ousmane Ouzibé, le capitaine Indigatolo Malouk, officier au GMIA. Damga Joël Letni. 61 ans déjà que le Tchad fut proclamé république. Pour marquer d'une pierre blanche cet événement, l'École nationale d'administration remonte dans le labyrinthe du temps pour faire la réminiscence de la marche du pays de Toumaï vers son indépendance. Pour Senoussi Hassan Abdoulaye, directeur général de l'ENA, son institution en tant qu'épine dorsale de la République voudrait à travers ses festins intellectuels raviver en l'esprit des énarques les valeurs républicaines. Retraçant le passé, l'historien Dr Mohamed Saleh Yacoub démontre que la création du Tchad est une émanation extérieure, fruit de la colonisation. Cette colonie de l'Afrique équatoriale française a joué un rôle de premier plan dans la libération de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les différents combats des Tchadiens datant ont permis à ces pays placés au cœur de l'Afrique d'évoluer pas à pas et de manière sûre vers sa reconnaissance comme république. En soutien le cadre conceptuel du paradigme république, Dr Ousmane Koudangbe Ouzibé, juriste politologue, explique que cette notion tire son origine de res publica en grec qui veut dire chose publique. Dr Ousmane Koudangbe Ouzibé s'est appesanti sur le contexte de naissance des 4 républiques qu'a connu le Tchad, notamment la première du 31 mars 1959, la seconde du 16 avril 1962, la troisième du 10 décembre 1989 et l'actuelle du 4 mai 2018. Le capitaine Ndingatolom Luc Néo du GMIA explique quant à lui l'importance du drapeau, symbole de la nation, qui revêt un caractère sacré. Présente à ses assises, plusieurs personnalités, témoins et actrices de l'histoire du Tchad, exhorte les énarques, futurs cadres du pays, à développer un esprit républicain, à avoir un amour sans relâche pour leur pays et le servir en toute loyauté. Pour officialiser l'instauration de la journée civique obligatoire tous les lundis de la première semaine du mois au sein de l'ENA, il a été procédé à la levée des couleurs. Voilà, c'était plutôt l'École nationale d'administration ENA qui a servi de cadre à une conférence de pas pour retracer la marche du Tchad vers l'indépendance. Un reportage signé Damga Joël Litne. Et puis à la tête d'une délégation, le maire de la ville de N'Djamena s'est rendu successivement dans 3 marchés de la capitale. Objectif constaté, évacuer tous les moulins et points de vente de bouteilles de gaz. Christelle Karlemdana. 2 semaines étaient accordées aux propriétaires des moulins installés au sein des marchés par les autorités communales pour évacuer les lieux. Malgré cette décision, les propriétaires des moulins se sont entêtés. C'est pour faire régner l'autorité de l'État que le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman, à la tête d'une délégation, effectue cette visite dans les différents marchés de la capitale, notamment au marché de Dembe, au marché Al-Afia et au marché Amil. Conséquence, les moulins et les bouteilles de gaz sont emportés. Faisant d'une pierre 2 coups, le maire a aussi profité de l'occasion pour saisir tous les emballages plastiques non biodégradables et vérifier les dates de péremption des produits alimentaires. Ces mesures se justifient par le fait que l'incendie causé au marché de Dembe a fait d'importants dégâts. Nous avons pris l'initiative de faire une descente dans les marchés que, comme vous avez constaté, nous avons trouvé des moulins qui sont là. Les gens sont toujours restés à leur position, qu'ils ne veulent pas obéir aux ordres et aux textes de la commune. Donc c'est ça qui nous a fait quand même descendre. Et vous avez vu, on a démantelé certains moulins. Et donc et en même temps, tout ce qui est plastique, ça commence à revenir. Les autorités communales invitent les commerçants à respecter les mesures et les règles de sécurité prises afin de protéger les marchés, notamment les biens. Le président du Conseil national de l'Ordre des avocats du Tchad, le bâtonnier maître Athanas Mbaye-Ganon, a fait un point de presse pour annoncer la tenue de la 34e conférence internationale de barreau prévue du 4 au 6 décembre prochain à N'Djamena. Cette première conférence qui se tiendra au Tchad est placée sous le thème avocat, justice et sécurité en temps de crise. Un extrait de ses propos. Longtemps ignoré de nos concitoyens dans ces nobles missions, nous avons bien voulu donner au barreau du Tchad une certaine visibilité.
C'est pourquoi le monde des avocats qui défendent les mêmes idéaux de justice a accepté de venir chez nous dans le cadre du 34e congrès de la Conférence internationale des barreaux, annoncé si haut. La candidature du Tchad pour l'organisation de cette assise a été retenue au congrès de Port-au-Prince à Haïti en décembre 2017 lors du 32e congrès. Articulé autour du thème Avocats, justice et sécurité en temps de crise, ce congrès se tiendra à N'Djamena sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu parrainer l'événement et l'accompagner financièrement en sa qualité de garant de la magistrature et de la justice. C'est ici l'occasion pour le barreau du Tchad et la CIB de bien vouloir lui adresser ses vifs et sincères remerciements pour l'attention toute particulière qu'il accorde à cet événement, célébré pour la première fois au Tchad depuis l'indépendance. Le choix du thème, tel qu'adopté par le comité scientifique de la CIB, se justifie par le contexte de l'heure. L'avocat tchadien, ou l'avocat tout court, où qu'il se trouve sur terre, fait face à de nombreux défis. Nous citerons entre autres des difficultés liées à l'exercice de la profession qui se paupérisent de jour en jour, des difficultés inhérentes au bon fonctionnement de notre justice, les défis sécuritaires que des groupes terroristes et autres bandes armées imposent à nos États en mettant à mal notre propre sécurité et la sécurité des investissements. Vous aurez à la fin de cette édition la lecture d'un décret. Le 20 novembre dernier, la population du Guéra a commémoré le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant et s'est mobilisée à la place de l'indépendance de Mongo, chef-lieu de la province du Guéra. Le point avec Waktarous. La promotion et la défense des droits de l'enfant préoccupent les autorités de la province du Guéra. Pour exprimer cet intérêt, elle s'est mobilisée pour donner un éclat particulier à la célébration du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant consacrée à cette couche vulnérable. Pour la déléguée de l'action sociale, par ailleurs présidente du comité d'organisation, cette célébration offre heureuse opportunité aux enfants de s'exprimer et de prévaloir leurs droits en véhiculant des messages pertinents. Après avoir fait l'historique de la Convention relative aux droits de l'enfant, le secrétaire général de la province du Guéra, Ndjerambete Dingamio, a mis l'accent sur sa portée. Il a rappelé sa ratification par un grand nombre en un laps de temps pour témoigner de son importance. Selon le secrétaire général de la province du Guéra, les autorités locales s'engagent à s'investir davantage pour défendre et protéger les enfants qui constituent l'avenir du pays. La cérémonie du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant dans la province du Guéra a pris fin avec l'organisation des événements socioculturels, éducatifs et sportifs. Dans le département de Doubali, province du Chariba-Guermi, le préfet du département a procédé à l'installation de l'équipe de l'antenne du projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales familiales et résilience. Patricia Bayrigoukou. La chef d'antenne du projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales familiales et résilience repère de Doubali est installée. Elle s'appelle Onetangari Odette. Son installation consacre le démarrage effectif du projet dans le département de Doubali. Ce projet vise à étendre, à produire, à adapter et à soutenir dans l'espace et dans le temps les résultats et réalisations des projets antérieurs couronnés du succès afin de toucher un plus grand nombre de ruraux pauvres. Le projet prévoit entre autres l'aménagement d'environ 25 000 hectares destinés à assurer la disponibilité de l'eau et sa gestion efficace, le désenclavement des bassins de production grâce à la réhabilitation d'environ 150 km de pistes rurales, la diffusion et l'adoption des semences améliorées et itinéraires techniques climatiques rationnels,
l'amélioration de l'élevage d'animaux à cycle court, petits ruminants. Onetangari Odette, qui dit avoir mesuré le poids de sa mission, sollicite l'implication des bénéficiaires du projet. Ce projet est conçu pour les femmes, les jeunes et les ménages ruraux vulnérables. Une meilleure implication des femmes et des jeunes sera toujours demandée durant la mise en œuvre pour une bonne appropriation des ouvrages qui seront mis en place. Dans son mot d'installation, le préfet de Massénia, Djibril Souleymane Nouren, demande à l'équipe de se mettre au travail pour un résultat visible. L'impact de votre projet soit une réalité palpable pour les différents groupes cibles tels que votre objectif, là si bien défini, et non au projet aléatoire comme cela était le cas chez les certains. Des montants d'environ 53,7 milliards de francs CFA pour une durée de 6 ans, le repère est financé par le FIDA. La coordination nationale est basée à Mongo, dans la province du Guéra. Les autorités de la province du Bata mènent une campagne pour la préservation de la paix à Kibèche, dans la sous-préfecture de Kondjougou. Le préfet du département de Bata, Ouest Fatima Bokar Kossé, à la tête d'une délégation, a véhiculé le message de vivre ensemble. Mamata Djibrinaloro. Cohabitation pacifique, l'un des impératifs humains les plus urgents dont la société a besoin. À cette valeur humaine, les autorités locales du Bata Ouest ne cessent de sensibiliser les communautés locales. Ici, à Ribébi, une localité située dans la sous-préfecture de Kougnuru, le préfet Fatima Bokar Kossé et ses collaborateurs civils et militaires ont longuement prêché la paix et l'acceptation de l'autre. Vous êtes obligés de cohabiter, car nul ne peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu qui vous a mis ensemble, a-t-elle lancé. Cette autorité d'ajouter que la coexistence pacifique est le garant fondamental de la préservation de l'intégrité, de l'unité et de la souveraineté des entités nationales. C'est le pilier de la construction des sociétés fortes et cohérentes et du bien-être de la population sous tous ses aspects, paix, sécurité et développement. Face aux habitants de la localité de Ribébi, composée essentiellement d'éleveurs et d'agriculteurs, le préfet affirme enfin que l'un des défis les plus importants auxquels sont aujourd'hui confrontés ces deux groupes est peut-être de savoir comment gérer la différence et respecter les couloirs et les délais des transhumants. La campagne annuelle et ce jour d'activisme contre les violences faites aux femmes a été lancée hier à la Maison de la Femme. Les femmes issues des différentes associations féminines de N'Djamena se sont fortement mobilisées pour réaffirmer leur engagement commun pour mettre fin aux violences qu'elles subissent au quotidien. Kalenga Foutna. Regroupée au sein de l'ONG Voix de la Femme, la gente féminine voudrait à travers cette campagne de sensibilisation dire stop à toute forme de violence dont elle est victime chaque jour. L'occasion est indiquée pour ces dernières de clamer haut et fort qu'elles ont un rôle sacré dans la société et doivent en aucun cas être reléguées au second rang. Une femme sur 3 dans le monde a été victime de violences physiques ou sexuelles et dans la plupart des cas, ces violences sont infligées dans le couple. Ensemble, disons non aux violences faites aux femmes. Pour cette cause, les artistes sont également mis à contribution pour mettre terme aux pratiques discriminatoires à l'encontre des femmes. Le gouvernement salue au plus haut degré l'engagement des organisations féminines tendant à barrer la voie aux violences basées sur le genre. La lutte contre les violences faites aux femmes est une action de longue haleine qui exige de nous une synergie d'action, surtout la mise en commun de nos efforts. Le Fonds des Nations Unies pour le développement et l'UNFPA qui œuvre pour la préservation des droits des femmes et des filles représentés par Ndjindou Mom et Daniel Mbetkom en appelle à une synergie d'action pour contrecarrer cette pratique. Pour permettre à l'ONG Voix de la Femme de mener à bien sa mission dans le cadre de lutte contre les violences faites aux femmes, l'UNFPA lui a offert un écran géant et un vidéoprojecteur. Le président du CNCJ, Chakwadine Sortetu, a fait un point de presse ce matin, un point de presse relatif à la participation du Conseil national consultatif de jeunes du Tchad et l'ONG adjourne au premier forum international sur les politiques gouvernementales et locales dans le domaine de la jeunesse tenue à Agadir, au Maroc. NSRED Separo.
organisé à Agadir, Royaume du Maroc, du 26 au 28 septembre 2019. À cet effet, le Tchad, fidèle à ses engagements de créer des conditions optimales à sa jeunesse et sous la vision de son Excellence Idriss Déby Itno, a répondu présente à cette assise. La présence du Tchad à cette conférence illustrait à suffisance des efforts consentis de son Excellence Idriss Déby Itno d'accompagner sa jeunesse afin de réaliser son rêve dans un avenir radieux. En marge de ce forum, la jeunesse tchadienne sous l'égide de l'ONG Agir a initié une rencontre regroupant presque la totalité de l'ONG et associations représentant à Agadir. C'était autour de la question de la mise sur pied de la plateforme sous-régionale des organisations de la société civile et ONG pour la paix, la stabilité sociale et économique dans le bassin de lac Tchad, CBLT, le G5 Sahel et le Bénin. La signature du mémorandum d'entente en vue de la tenue d'une assemblée générale à N'Djamena permettent de faire un pas important vers la concrétisation de ces projets. En religion, dans le cadre des activités marquant le jubilé d'or de la rencontre sacerdotale et religieuse des Africains au Tchad, restera une conférence préparée par Monseigneur Edmond Djitenga, archevêque métropolitain de N'Djamena, a été animée par l'abbé Raymond Maduro. Cette conférence, qui porte sur la vision prophétique de la retraite, a été une occasion pour l'orateur d'édifier l'assistance sur l'historique de la retraite. Vision prophétique de la retraite. Rencontre sacerdotale et religieuse des Africains au Tchad. C'est le thème de cette conférence animée par l'abbé Raymond Maduro, axée sur l'historique de la retraite, instrument d'enracinement de la foi au Tchad. Selon le conférencier, la retraite est partie d'une simple idée émise en 1968 par une séminariste de la ville de Fort-Archambault, aujourd'hui devenue SAR, originaire de la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, a été mûrie par les séminaristes tchadiens d'Otélé au Cameroun quelques années plus tard. Cette association née et soutenue par des jeunes religieux va traverser des périodes aussi difficiles dues à la méfiance des anciens religieux et des hommes politiques avant d'être reconnue suite à la visite du pape Paul VI à Kampala en 1972. Le pape Paul VI, lors du premier voyage missionnaire effectué en terre africaine, à Kampala, en Ouganda, dira: Africains, vous êtes désormais vos propres missionnaires. Vous pouvez et vous devez inventer un christianisme africain. Au lieu des retrouvailles fraternelles et de partage, où dominent des empoignades verbales à travers lesquelles, outre les questions de la foi, les questions politiques et sociales sont passées au crible de la raison, la restrade permet aujourd'hui de faciliter les activités des missionnaires au Tchad. Et puis avant de clore cette édition, décret numéro 2009 portant nomination à un poste de responsabilité à l'Office national pour la promotion de l'emploi. On appelle le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Décret article 1er, M. Sadik Brahim Diko est nommé directeur de l'Office national pour la promotion de l'emploi. On appelle en remplacement de M. Faisal Hassan Hissène, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Le ministre de la fonction publique est chargé de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature. Sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, 26 novembre 2019, Idriss Déby Itno. Et puis au bas de ce journal, la famille artistique est en deuil. Elle a perdu le 19 novembre dernier le styliste, créateur, formateur Jérémy Ngarbey Mian Rabel, alias Gérabel. Ce matin, parents, amis artistes sont venus lui rendre un dernier hommage. Dieu nous dit l'histoire. Il n'est plus, il s'en est allé.
Il, c'est Jérémy Ngarbey Miarabel alias Girabel, styliste, modéliste, couturier et formateur. Feu Girabel était une icône parmi tant d'autres dans le monde de la mode. En ce jour, dans la construction familiale à Moursal, dans la commune du 6e arrondissement, tristesse, chagrin se lisent sur le visage des parents, connaissants et amis qui sont venus rendre un dernier hommage au baobab de la mode. La communauté artistique de la capitale a rendu un hommage digne à cet homme qui avait cette passion de rendre beaux et belles les hommes, les femmes et les jeunes à sa manière. Feu Jérémy Ngarbey Miarabel alias Girabel, grâce à son talent, sa créativité et le maniement de son ciseau, lui a permis de gagner plusieurs prix dans le secteur de la mode. La communauté artistique tchadienne, la communauté camerounaise, les mannequins, Girabel restera à jamais dans leur cœur. Girabel, c'est un grand conservateur, prêt à partager ses œuvres artistiques, prêt à partager ce dont il connaît dans son métier. C'est quelqu'un avec qui nous avons presque partagé tous les podiums au niveau local. C'est un artiste passionné, déterminé, patient, humble. Je me rappelle encore en mars, pendant que nous étions en train de préparer ce qu'on a fait en art, il venait avec ses autres collègues stylistes se rassembler, comment créer quelque chose pour pouvoir présenter le jour J. Directeur artistique du Festival de la mode Kelio Fashion International, Feu Jérémy Ngarbey Miarabel alias Girabel est né le 17 décembre 1973 dans le sud du pays. Il quitte ce monde le 19 novembre 2019 suite à un accident de circulation. Feu Girabel laisse derrière lui une veuve et 7 orphelins. Sa dépouille est conduite au cimetière de Tougra où elle sera inhumée. Girabel, que la terre de nos aïeux te soit légère. Adieu. Paix à son âme. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.